Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je souhaiterais donner la parole à Stéphanie Trouillard, à qui je dis avant tout bonjour Stéphanie. Bonjour Monique. Stéphanie, vous nous arrivez avec une bande dessinée, le mot magnifique, l'adjectif, le qualificatif n'est pas assez fort car c'est poignant, c'est très bien fait, avec la participation de Thibault Lambert. Je vous donnerai la parole pour que vous puissiez en parler. Cette bande dessinée est publiée aux éditions des Rondelots, dans la collection Les témoins racontent l'histoire. Avant tout, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui vous a sollicité pour cette bande dessinée, pour laquelle d'ailleurs vous avez obtenu plusieurs prix dans un web? Oui, en fait, tout a commencé en 2016. J'ai été contactée par des enseignants du lycée La Fontaine, qui se trouve dans le 16e, à Paris, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est une professeure de mathématiques qui, quelques années auparavant, avait fait du rangement dans une salle du lycée. Et dans une armoire, elle a trouvé une enveloppe avec à l'intérieur des lettres qui avaient été écrites pendant la guerre par une ancienne élève du lycée qui s'appelait donc Louise Pikowski. Et pendant plusieurs années, cette enseignante a essayé d'en savoir plus sur cette jeune fille parce qu'elle s'est malheureusement rendue compte qu'elle avait été déportée à Auschwitz et qu'elle avait été assassinée avec toute sa famille dans ce camp d'extermination. Mais sans succès, en fait, elle n'arrivait pas à retracer son parcours. Et donc, elle s'est adressée à une autre professeure du lycée, une professeure documentaliste, Khalida Hachi. Et ce sont donc ces deux personnes qui m'ont finalement contactée, puisqu'elles ont appris que je travaillais beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale et sur les archives de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ensemble vraiment qu'on s'est lancé dans des recherches pour savoir ce qui s'était passé, qui était cette jeune fille. Et en 2017, finalement, après plusieurs mois d'enquête, j'ai finalement décidé de raconter cette histoire sous la forme d'un web documentaire, puisque moi je suis journaliste pour le site internet de France 24. Et donc on a fait un mini-site qui raconte l'enquête autour des lettres de cette jeune fille, Louise Pikowski. Donc on a retrouvé des archives, mais aussi des membres de la famille, des camarades de Louise qui ont pu nous raconter qui elle était et ce qui lui était arrivé. Alors, ceci a été fait pour ce qui est de la bande dessinée avec le partenariat de la Fondation de la Shoah. Oui, en fait, quand le web documentaire est sorti il y a 3 ans, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs pour en faire un livre. Parce que les gens trouvaient ça très bien que ce soit sur Internet, mais ils aiment aussi avoir une version en papier. Et les gens souhaitaient notamment avoir les lettres de Louise en version papier. Et je me suis dit finalement que si j'en faisais un livre, c'était peut-être une redite du web documentaire qui est déjà écrit et que ce serait bien d'imaginer raconter cette histoire sous une autre forme. Et c'est là que j'ai pensé à la bande dessinée, en fait, parce que moi j'aime beaucoup les bandes dessinées, et je me suis dit aussi que c'était peut-être un bon moyen d'accéder à un autre public, notamment les plus jeunes, parce que je sais que les enseignants utilisent beaucoup la bande dessinée dans l'enseignement, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de cette bande dessinée. Et pour la Fondation de la mémoire de la Shoah, ils nous avaient déjà soutenus pour le web documentaire. Donc, ils ont poursuivi finalement avec nous cette aventure. Ils sont très attachés à l'histoire des lettres de Louise Pikowski. Donc, ils nous ont de nouveau soutenus dans la publication de cette bande dessinée. Un petit coucou à mon ami Gérard Fretsch. Alors, nous allons démarrer tout de suite. Qui était Louise Pikowski à Boulogne? Alors, c'était finalement une jeune fille comme toutes les autres, à l'époque de la guerre. Donc, elle était élève au lycée Jean de La Fontaine, qui était un lycée de jeunes filles. Elle habitait à Boulogne-Billancourt et donc elle allait au lycée dans le 16e. C'était une famille de 4 enfants, donc elle vivait avec ses parents. Son père était, avant la guerre, chauffeur de taxi. Et sa mère elle a travaillé dans une banque, mais visiblement elle était surtout mère au foyer. Et elle avait une grande sœur, Annette, un petit frère, Jean, et une petite sœur, Lucie. Donc 4 enfants d'un milieu modeste. Le père de Louise est arrivé au début du XXe siècle. Il était originaire de l'Ukraine actuelle, enfin de l'Empire russe à l'époque.
Et sa famille, donc, qui était juive, avait massivement immigré au début du XXe siècle. Lui était né à Nikolaïev, en Ukraine actuelle. Et donc, ils sont venus, les grands-parents, les oncles et tantes, et ils sont arrivés à Paris. Et du côté de la famille de Louise, c'était des juifs originaires de l'Est de la France. On sait notamment que son arrière-grand-père était grand rabbin de Colmar. Et donc, ses parents se sont rencontrés et ils ont donné naissance à 4 enfants. Et de ce qu'on sait, c'était vraiment une famille aimante, simple, voilà, de travailleurs. Et la particularité de Louise, c'est que c'était une jeune fille, ce qu'on peut lire dans les lettres, et moi, c'est ce qui m'a frappée quand j'ai découvert ces lettres, c'est qu'elle avait une intelligence un peu hors norme, on pourrait dire, une intelligence assez incroyable et qu'elle était destinée à un destin assez brillant. On a retrouvé aussi les livrets de prix de l'époque et Louise avait le prix d'excellence chaque année, était quasiment la première dans toutes les matières et c'est ce qui explique en fait que ces lettres étaient destinées à l'une de ses professeurs, Mademoiselle Malingret, qui était sa professeure de latin grec et pendant l'été 1942, elles ont correspondu certainement parce que cette professeure avait senti en Louise des capacités intellectuelles très différentes certainement des autres élèves et qu'elle avait un petit peu pris sous son aile en fait. C'était un peu, on peut dire, Et elle la lui chose. disait d'ailleurs. Elle le Pardon? lui disait. Oui, oui, Mademoiselle oui. elle le lui disait, elle ne s'en cachait pas, et a même essayé de la sauver en lui proposant de rester chez elle, ce que la famille a refusé, enfin le père a refusé en disant l'union fait la force, restons ensemble. Oui, en fait, Malheureusement. on a eu cette information par des anciennes camarades de Louise qu'on a retrouvées et qui nous ont dit qu'effectivement, Mademoiselle Malingret avait proposé à Louise de la cacher, sans tant de danger, hein. D'autres élèves du lycée La Fontaine avaient déjà été raflés lors de la rafle du Veldiv et que visiblement, donc, la famille a préféré rester ensemble. On sait notamment que la grand-mère était encore en vie à ce moment-là, donc il fallait s'occuper de la grand-mère. Où aller? Il fallait quand même avoir des contacts aussi pour aller en zone libre, avoir les moyens, et donc finalement, la famille est restée sur Paris, et comme la mère et les enfants étaient de nationalité française aussi, ils se sont peut-être sentis protégés jusqu'à un certain point. Malheureusement, cette nationalité française leur a été retirée parce qu'elle était trop récente Pour le père, oui. pour les autorités. Oui, le père, en fait, avait eu la nationalité française en 1937 et on a retrouvé un décret terrible, hein, on voit ça dans le journal officiel, de retrait de cette nationalité 4 ans après, en 1941, par le régime de Vichy. Dans la vie de tous les jours, Louise était une adolescente joyeuse qui dansait avec ses copines. Il y a une très belle double page justement qui relate ces moments heureux, qui allait même visiter avec sa classe des musées quand c'était encore autorisé. Et on voit une de ses amies qui lui dit, mais tu sais, en dépit de ton étoile jaune, moi je t'aime bien, tu peux la retirer. Et Louise répond, non, j'en suis fière. Oui, en fait, pour construire cette BD, on a été obligé d'imaginer des scènes aussi, c'est plus romancé que le web documentaire, mais on s'est basé à chaque fois sur des anecdotes que des gens nous ont racontées. Et effectivement, les anciennes élèves de Mademoiselle Malingret nous ont dit que c'était une enseignante un petit peu plus à la pointe que d'autres à l'époque, très moderne, et elle emmenait très régulièrement ses élèves visiter, faire des expos, aller à des concerts, elle aimait beaucoup la culture, donc c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, rendre hommage aussi à cette enseignante qui avait vraiment un intérêt tout particulier pour ses élèves et qui essayait de leur offrir le maximum d'activités. Et concernant l'anecdote de l'étoile, en fait, c'est une amie de la petite sœur de Louise qui nous a raconté qu'effectivement, elle avait dit à la sœur de Louise qu'elle l'aimait malgré le fait qu'elle était israélite. Enfin, c'était des enfants à l'époque et que c'était pas grave si elle devait porter cette étoile et que la petite sœur de Louise, Lucie, donc, avait porté la main sur son cœur, sur son étoile et qui avait dit j'en suis fière, au contraire. Donc, c'est une anecdote véridique, voilà, qu'on a reportée dans cette bande dessinée pour montrer le quotidien de cette famille. Et petit à petit, voilà, c'est une famille normale qui vit en France et petit à petit, ce quotidien s'assombrit et on sent la menace qui pèse peu à peu sur cette famille jusqu'à l'issue fatale. Il y a un épisode qui est touchant. La composition française, le sujet de la composition française qui avait été donné par Mademoiselle Malingret, vous étiez bien petite au moment de l'Exode.
on parle de l'Exode, là, on ne parle pas du drame de la Shoah qui se profile. Si vous aviez été à l'âge où vous êtes maintenant et qu'il vous ait été permis de n'emporter avec vous qu'un seul livre, quel est celui que vous auriez choisi? Et là, la réponse de Louise, enfin le choix de Louise est très touchant. Oui, c'est très émouvant. Là, on commémore actuellement donc, les 80 ans de l'Exode qui a eu lieu en 1940 et on voit que dans les années qui ont suivi, les professeurs ont utilisé cet exemple pour faire travailler leurs élèves. Et donc, Louise, à cette question, répond qu'elle choisirait d'emporter un livre religieux. Parce que ce qui est intéressant dans les échanges entre Louise et sa professeure, c'est que les échanges portent beaucoup sur la religion. Donc, Louise était juive, et Mademoiselle Malingray, de ce qu'on sait, était une catholique très pratiquante. Et donc elles ont aussi c'est un dialogue interreligieux finalement entre ces deux femmes. Et donc Louise raconte qu'en cas d'exode, elle emporterait un livre religieux. Et ce qui est fort émouvant, c'est que finalement, le jour où elle a été arrêtée, donc le 22 janvier 1944, on a encore le dernier petit mot qu'elle a écrit ce jour-là, le jour de son arrestation, alors que les policiers français viennent au domicile de sa famille. De ce qu'on sait, les policiers ont laissé 1 heure à la famille pour préparer leurs affaires. Et dans ce laps de temps, ce qui peut paraître complètement incroyable, Louise a décidé de se rendre au domicile de sa professeure et de déposer ce petit mot où elle indique qu'elle a été arrêtée. Et elle a laissé également une Bible. Alors que dans le texte, la composition française, on lui avait demandé ce qu'elle emporterait en cas d'exode. Elle avait dit un livre religieux. Et là, au moment où elle a arrêté, elle laisse ce livre religieux. Donc ça peut paraître assez paradoxal. Moi, je l'interprète comme le fait que peut-être qu'elle ne savait qu'elle ne reviendrait pas. Finalement, sur son dernier petit mot, elle a mis « Je vous laisse ces lettres et cette Bible que j'aimerais retrouver si je reviens un jour ». Mais dans mon esprit, moi, je sens qu'elle savait qu'elle ne reviendrait pas, malheureusement. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'elle n'a pas emporté ce livre religieux. On ne sait pas, par contre, quel est le niveau de son éducation religieuse, car elle dit « C'est bien un livre de prière traduite que j'emporterai ». On peut penser que son niveau de religion était quand même assez élevé, puisque son arrière-grand-père était grand rabbin de Colmar, donc du côté de sa famille maternelle, donc les Cohn. J'ai retrouvé aussi une partie de cette famille qui sont toujours extrêmement religieux. Une grande partie a fait son alia et vit actuellement à Jérusalem. Donc du côté de sa mère, en tout cas, elle a eu, je pense, un héritage religieux assez important, et on voit que peut-être aussi on voit dans ses lettres qu'elle avait un aspect aussi quelque peu critique. Bon, elle est adolescente, on sent dans ses lettres aussi que certaines coutumes de la religion juive l'agacent aussi un peu quelque part, voilà, sur la place de la femme. Donc elle en parle aussi avec Mademoiselle Malingray. Elles ont un échange à ce niveau-là, mais on sent que même si elle a ce regard critique, on voit aussi dans ses lettres que la foi l'aide en tout cas à traverser cette période difficile où elle-même doit sentir que le pire est à venir. Et alors, on voit plusieurs passages qui rappellent qu'elle avait toujours une empathie pour ses amis de classe, qu'elle aidait beaucoup d'ailleurs pour certaines. Certaines avaient des difficultés en mathématiques, elle allait les aider. Et Mademoiselle Malingray le rappelle, puisqu'il y a plusieurs passages dans le livre qui le rappellent, et c'est tout à l'honneur de cette jeune fille qui, en effet, se préparait probablement à un avenir bien plus joyeux et bien plus serein que ce qu'elle a subi. Oui, en fait, on a retrouvé, malheureusement, Mademoiselle Malingray est décédée en 2004, donc on n'a pas pu l'interroger sur sa relation avec Louise et sur comment était cette jeune fille. Mais on a retrouvé un livret qui avait été fait pour les 50 ans du lycée La Fontaine, donc qui avait été édité en 1988. Et où Mademoiselle Malingray avait parlé de Louise. Donc on a quand même une trace directe de Mademoiselle Malingray qui s'exprime sur Louise. Et dedans, dans ce texte, elle dit effectivement que Louise aidait ses camarades, et notamment en mathématiques. Et donc c'est ce qu'on a voulu montrer aussi à travers la bande dessinée. Et des camarades qu'on a pu retrouver aussi, et notamment une de ses voisines de classe, Madeleine,
nous ont dit que Louise était très attentive aux autres, et peut-être qu'elle se serait destinée à peut-être un travail d'enseignante, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes élèves de Mademoiselle Malingret qui ont été tellement impressionnées, qui ont tellement aimé cette enseignante, qui sont elles-mêmes devenues enseignantes. C'est vraiment une professeure qui a marqué ses élèves tout au long de leur vie. D'ailleurs, indépendamment de l'enseignement, Mademoiselle Malingret envoyait des colis quand Louise a été arrêtée ou quand il manquait déjà de nourriture. Elle lui envoyait des colis avec une dominante de haricots. Oui, c'est ça en fait. Mademoiselle Malingret donc, vivait à Paris, elle était enseignante à Paris, mais elle était originaire de Haute-Saône, d'un petit village qui s'appelle Haute-Oison. Et durant l'été 1942, c'est là qu'elle se trouvait. Donc peut-être qu'aussi elle avait accès à des produits, voilà, en étant à la campagne un peu plus facilement qu'en ville à cette période. Et donc elle envoyait des colis à Louise. Donc on sent que c'est vraiment une relation très forte entre l'élève et son enseignante, voilà, d'envoyer des colis, de proposer de la cacher, c'est bien au-delà d'une simple relation entre une élève et sa professeure, quoi. Elle l'avait vraiment pris sous son aile et de ce qu'on a retrouvé, donc Mademoiselle Malingret ne s'est jamais mariée, elle n'a pas eu d'enfant, mais ses anciennes élèves étaient vraiment sa famille, c'était comme ses filles, et on en a retrouvé certaines qui l'ont accompagnée jusqu'à son décès, et elles nous ont dit que ça a été vraiment le regret de sa vie, quoi, de pas avoir pu protéger Louise. Elle lui avait proposé la veille de l'arrestation de la garder chez elle pour dormir, parce elle lui donnait des cours, mais Louise était rentrée auprès de sa famille, et je pense que ça a été vraiment le regret de sa vie de n'avoir pas pu la sauver. Elle a même fait intervenir une de ses relations, Colette, qui était assistante sociale. Oui, c'est ça, elle a essayé d'en savoir plus. Donc elle savait que Louise avait été emmenée au camp de Drancy, hein, donc c'était en janvier 1944, les gens savaient où voilà, les gens étaient internés, et donc elle a essayé d'en savoir un peu plus sur, peut-être communiquer avec Louise dans le camp, mais voilà, ils sont restés très peu de jours, ils sont arrêtés le 22 janvier, et ils sont déportés le 3 février, et comme le dit Colette, il n'y a pas grand-chose à faire, et maintenant ils arrêtent les Israélites, comme elle dit, qui sont même de nationalité française, et donc là, à cette époque, Mademoiselle Malingret a dû vraiment craindre le pire, et c'est ce qui est arrivé. D'autant que toute la famille est partie pour ne plus jamais revenir, le père, la mère, les 4 enfants. Oui, c'est ça, et donc ils ont été déportés le 3 février 1944, donc c'est le convoi numéro 67 à être parti de France. Sur ce convoi, il y avait 1214 personnes, et 980, si je me souviens bien, ont été gazés dès leur arrivée. Donc comme on ne trouve pas de traces de la famille Pikowski, à part la liste du convoi, on peut penser qu'ils ont été tous gazés à leur arrivée. Louise et sa sœur auraient peut-être pu être sélectionnées, puisqu'elles étaient en âge. Louise avait 16 ans et sa sœur était un peu plus âgée. On a retrouvé notamment une femme de ce convoi, Léa Schwartzmann, qui avait à peu près le même âge et qui, elle, a été sélectionnée. Donc, comment ça s'est passé à l'arrivée? Peut-être que Louise a voulu rester avec sa famille. Là, ce sont que des hypothèses, mais en tout cas, bien sûr. Savez-vous, Stéphanie, que le nom de Louise figure sur la stèle du monument des disparus Alto Sequane de la Shoah au parc de Sceaux? Oui, j'en ai entendu parler. J'avais vu une photo, mais je m'y suis pas... Je l'ai retrouvée. Voilà. On doit s'y rendre avec une cousine de Louise quand la situation le permettra, voilà, pour aller voir cette inscription. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je rappelle cette magnifique bande dessinée. Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions des Ronds dans l'eau. La collection Les témoins racontent l'histoire. Et je dois rappeler que cette bande dessinée est à la mémoire de Louise Pikowski et de Mademoiselle Malingret. Oui, c'est important parce que c'était bien vraiment... sûr. C'est une histoire de cette jeune fille déportée, mais c'est aussi l'histoire d'une relation entre une professeure et son élève, une histoire d'une jeune fille qui avait soif d'apprendre et qui malheureusement n'a pas eu le destin qu'elle méritait en raison de la Shoah. Merci Stéphanie Trouillard. Merci à vous Monique. Je pense que la chanson la plus appropriée pour ce texte ne peut être que Nuits et brouillard de Jean Ferrat. Ils étaient 20 décembre
Ils étaient des milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez indécents, vous étiez des milliers, vieux et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.